Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre hebdo, le récap de l'actualité de la semaine en ce samedi 5 octobre. Et on commence ce résumé avec les mobilisations qui avaient lieu à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte ce mardi. Des manifestations contre le projet politique du gouvernement organisées le même jour que le discours de politique générale du Premier ministre. Dans les rues du centre-ville de La Roche-sur-Yon, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées. CGT, FSU, Solidaires et plusieurs organisations de jeunesse ont bravé le mauvais temps avant d'être reçues en préfecture. Reportage de Mathis Pires avec les moyens de Louise Viaggi. C'était une mobilisation timide ce matin. Mais il faut dire que la météo ne les a pas aidés. Peu avant le discours de politique générale du Premier ministre, de la place Napoléon à la préfecture, environ 300 personnes se sont rassemblées selon les syndicats. Un appel peu suivi. La mobilisation est pas à la hauteur des enjeux, c'est sûr, mais 200 à 300 personnes, c'est pas non plus ridicule. Le temps était vraiment pas de la partie, effectivement, mais aussi on a des difficultés à mobiliser dans les entreprises et dans les services publics pour faire prendre conscience aux collègues de l'importance des enjeux à venir. L'intersyndicale réclame entre autres l'abrogation de la réforme des retraites et l'augmentation des salaires. Le tout face à un nouveau gouvernement totalement contesté. C'est la force du collectif toujours qui nous fera gagner, qui nous fera vaincre cet adversaire féroce qu'est le capitalisme, qui est ce gouvernement odieux avec lequel on se retrouve aujourd'hui, gouvernement que l'on n'a pas désiré. En fin de matinée, la préfecture recevait l'intersyndicale pour noter leurs revendications. L'organisation Attaque appelle à une nouvelle mobilisation mercredi prochain devant les instances parlementaires. Nous avions une visite ministérielle ce mercredi à La Roche-sur-Yon. Isabelle Sora, la ministre déléguée à l'accessibilité, elle a découvert quelques sites de la ville récemment construits comme la salle de spectacle du KM ou encore le complexe aquatique Le Cap. Et sur son chemin, l'esplanade Jacques Chirac au pied des Halles, l'occasion d'évoquer l'aménagement de celle-ci ainsi que le rôle du Fonds territorial d'accessibilité, Mathis Pires. Une visite ministérielle sous le signe de l'accessibilité. Sur la plage Jacques Chirac, là où le chaudron de la flamme paralympique s'était allumé, Isabelle Sora constate les aménagements et présente son dispositif national. Alors ça permet pour un commerçant qui aujourd'hui a besoin de faire des travaux, de se faire financer la moitié de ses travaux par une aide de l'État. Ça contribue à l'accessibilité qui permet à tous nos concitoyens de se déplacer comme tout le monde, normalement. Appelé le Fonds territorial de l'accessibilité, il permet aux entreprises de se mettre aux normes PMR. C'est 20 500 € par établissement recevant le public. Il faut penser que ces 20 500 €, c'est sur un total de 41 000 puisque l'État prend en charge 50% de la dépense. Face à elle, Samuel, malvoyant, il témoigne des difficultés rencontrées au quotidien en se promenant dans la rue. J'ai demandé que des modifications soient apportées parce qu'on a les bars sur notre gauche, on a une partie de leur terrasse qui est posée sur la place. Ouais. Et en fait, on a les terrasses qui sont un peu en limite d'escalier, ce qui faisait que, aussi bien pour les handicapés que pour les valides, quand vous montiez l'escalier, vous invitiez à table, vous buviez un coup avec les gens sans pouvoir traverser un petit peu. Un dispositif de service civique est aussi mis en place pour sensibiliser et accompagner les propriétaires sur les aménagements possibles. Ils s'appellent Marie, Cathy et Adam et sont étudiants au lycée Nature de La Roche-sur-Yon. Accompagnés de leur professeur d'anglais, ils ont représenté la France en participant au G7 de l'agriculture pendant une semaine à Syracuse, en Sicile. Ils ont travaillé avec 7 autres délégations sur des recommandations destinées aux différents ministres de l'agriculture qui forment ce sommet international. Un voyage que ces 3 jeunes Vendéens ne sont pas prêts d'oublier. Le ministre de l'Agriculture italien a décidé de faire intervenir les jeunes dans son G7 sur 3 thématiques bien précises qui étaient donc les innovations et les technologies nouvelles avec le développement durable et le réchauffement climatique, les jeunes et la place des jeunes dans l'agriculture. Et le dernier point était sur la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire.
On avait, nous, les plus jeunes, les lycéens, mais on avait aussi des personnes qui commençaient à être dans une exploitation agricole. Bien sûr que nos idées ne sont pas juvéniles, bien sûr qu'elles sont sérieuses et elles ont été très prises au sérieux, surtout par le ministre italien. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'histoire de BioHabitat en Vendée. En 2021, l'entreprise spécialisée dans la construction de mobil-homes avait vu son site de production situé à Luçon ravagé par les flammes. Pendant 3 ans, la filiale du groupe Beneteau a délocalisé sa production sur la commune voisine de Saint-Hermine. La nouvelle usine vient tout juste d'être inaugurée. Grégoire de Châtillon était sur place. Plus grand, plus beau et plus haut, Paris réussi pour BioHabitat. En effet, 3 ans après l'incendie du site de Luçon, le constructeur de mobil-homes vient d'inaugurer sa nouvelle usine de production à Saint-Hermine. Évidemment, la réalisation de ce site a été historique dans la mesure où il a fallu transférer nos savoir-faire, même de 15 km, sans jamais arrêter de produire. Donc ça a été un pari. Ce pari a été réussi aujourd'hui, où nous avons un site installé sur 12 hectares où nous pouvons fabriquer et stocker. 3 ans après un sinistre qui a détruit notre principal outil de production, puisqu'il représentait 25% de notre production globale. 15 mobil-homes par jour sont désormais produits ici. Un marché qui se porte bien, un marché destiné à 90% pour les campings. La raison de ma venue, d'abord la curiosité, la façon dont les produits sont montés, la technologie. Et le produit fini aussi, je trouve que c'est un beau produit. Les intérieurs sont beaux, sont assez confortables. Et je trouve ça joli pour du matériel de camping. Où ici on s'occupe de tout ce qui est débit massif. Parmi le public présent pour cette inauguration, le maire de Saint-Hermine, plutôt fier de voir arriver cette usine sur son territoire. Ah bah ça c'est clair. Vous avez des entreprises comme BioHabitat, c'est certain que lorsque vous apprenez qu'elles viennent sur le parc d'activité de Saint-Hermine, c'est une très bonne nouvelle. Au-delà simplement d'avoir une entreprise, BioHabitat c'est une entreprise qui est connue dans le secteur et c'est sûr qu'en tant que maire, on peut que se réjouir. Avec ses 7 usines réparties en France et en Italie, BioHabitat, filiale du groupe Beneteau, se positionne en 2024 comme le leader européen de la construction de mobil-homes. Comment redonner le goût de la plaisance? C'est l'une des questions que se posent les spécialistes du monde nautique cette semaine au Salon du Grand Pavois. Même si les fabricants et les sous-traitants vendéens s'accordent à dire que l'engouement pour leur secteur est toujours bel et bien présent, ils espèrent pouvoir profiter de l'événement pour re-remplir leur carnet de commandes. Reportage Louise Viagé. Une trentaine d'entreprises vendéennes du secteur nautique sont présentes au Grand Pavois de La Rochelle. C'est à ce moment-là que les constructeurs de bateaux remplissent leur carnet de commandes, même si la situation économique est tendue. Alors la tendance, on ne va pas se mentir, elle n'est pas forcément au beau fixe. Mais de toute façon, nous on sait qu'on est sur une activité qui est très sensible aux événements. Dernièrement, on va dire que le contexte politique et économique n'a pas été forcément favorable à notre activité. On a pu rajouter, un peu comme tout le monde, une mauvaise météo. Mais ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a toujours un engouement pour le secteur et que nos clients sont là. L'eau continue d'attirer, mais le secteur a du mal à reprendre depuis la crise du Covid. L'immatriculation de bateaux neufs a baissé de 20% entre septembre 2023 et juillet 2024. Alors forcément, les entreprises comme le chantier des îlots le ressentent. La plaisance, c'est pas que c'est bloqué, mais on sent bien qu'il y a un mouvement économique général qui fait que les gens ne savent pas trop où ça va. L'été n'a pas été grandiose non plus. Au niveau de la météo, ça n'a pas forcément... les gens ne se sont pas dit, tiens, on changerait bien de bateau, ou est-ce qu'on ne réfléchirait pas à l'achat d'un nouveau bateau Les entreprises vendéennes en attendent donc beaucoup de ce salon. Privilège Marine est spécialisée dans la vente de catamarans et elle a aussi fait le déplacement après quelques années d'absence. En fait, on n'avait quasiment pas de clients français. Et donc, il me semble important, après avoir été absent d'un salon comme le Salon du Grand Pavois, d'être de nouveau présent en tant que privilège sur ce salon pour pouvoir adresser la clientèle française, qui en plus est particulièrement
spécialistes, ou en tout cas attirés par la voile sur ce salon. Le Grand Pavois est donc surtout l'occasion de présenter les bateaux et de créer du lien avec de potentiels clients. Jusqu'à dimanche, près de 70 000 visiteurs sont attendus à La Rochelle. Le championnat de France de cyclisme est de retour en Vendée à l'occasion de l'édition 2025. 4 jours de compétition du 26 au 29 juin. Et après Chantonnay en 2015, c'est la commune des Herbiers qui aura l'honneur d'accueillir l'ensemble du peloton professionnel avec comme juge de paix le sommet du Mont des Alouettes. On revient en Vendée parce qu'on est toujours content de venir en Vendée. Et puis, voilà, quand on vient en Vendée, on sait où qu'on met les pieds. On est chez des gens qui maîtrisent complètement les organisations de cyclistes. Qui ont l'habitude d'organiser des grands événements. La preuve, on est venu déjà 6 fois faire un championnat de France. Des championnats de France qui ont toujours été réussis au niveau sportif, au niveau populaire et au niveau qualité d'organisation. Et ça c'est important parce que c'est la plus grosse vitrine de notre fédération. Et on tient effectivement à que l'image soit parfaite dans cette organisation-là. Et on reste sur la planète vélo avec le départ de la 42e édition du Chrono des Nations des Herbiers. L'organisation a dévoilé ce mercredi les premiers noms des participants. Chez les femmes, la championne du monde et championne olympique en titre Grace Brown est annoncée pour ce qui devrait être la dernière course de sa carrière. Côté hommes, les locaux Gachignard et Murgodo ou encore l'ancien vainqueur de l'épreuve Alex Segart sont attendus aux Herbiers le 13 octobre prochain. C'est une fierté pour nous que d'avoir Grace Brown, cette coureuse qui est arrivée il y a quelques années chez FDJ Suez. Ça fait un petit moment. Quand elle a annoncé qu'elle voudrait arrêter sa carrière cette saison, je me suis rapprochée d'elle aussitôt pour lui dire écoute, si tu le souhaites, je te propose de terminer ta carrière aux Herbiers. C'était bien avant qu'elle soit championne olympique, bien avant qu'elle devienne championne du monde. Donc c'est la cerise sur le gâteau et voilà, j'espère que le public sera nombreux aussi pour venir la voir, parce que déjà, ce sera une occasion unique. Ils sont discrets, agiles et au service des joueurs de tennis de l'Open de Vendée. Ce sont les ramasseurs de balles. Tout au long de la semaine, 42 jeunes âgés de 9 à 16 ans ont été évalués. Leurs moindres faits et gestes scrutés, car ce week-end, les 18 meilleurs d'entre eux auront la chance d'officier pendant les finales du tournoi au Vendespace. Reportage Mathis Pires. Pendant un match de tennis, ils sont partout, aux 4 coins du terrain pour servir les joueurs. Mais avant de rentrer sur le court, place à l'échauffement. Ces jeunes ont réussi les sélections et font désormais partie des 42 ramasseurs de balles de l'Open de Vendée. Tous les jeunes les plus motivés, on les ressent vite. Et ensuite, ça va être au niveau, sur le niveau du roulé par exemple. L'anticipation, beaucoup d'anticipation sur le court, savoir toujours ce qu'on doit faire sur le terrain. Pour être un très bon ramasseur, il faut être discret sur le terrain, il ne faut pas qu'on se fasse remarquer. Et il faut en plus de ça, très bien anticiper, savoir toujours ce qu'on doit faire à la fin d'un point. La discrétion et l'anticipation, voilà les principales qualités d'un bon ramasseur de balles. Une fois sur le court, leurs yeux sont partout, au service du joueur. Apporter la serviette, servir les balles pendant 30 minutes. Les 6 ramasseurs doivent être ultra attentifs. Il y a des moments où on ne fait rien et on doit attendre que le point se passe ou que quand on n'a pas de balle. Donc il faut rester statique, pas bouger pour pas gêner le point. Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'endormir non plus. Et être réactif dès que la balle arrive de notre côté, il faut la renvoyer. Selon les rotations qu'on fait, parfois il y a plus de choses à faire, comme les changements de balle par exemple, qu'on doit faire tous les 7 et 9 jeux. Ça dépend vraiment des rotations et des joueurs aussi, parce que parfois les joueurs demandent beaucoup de choses à faire. À la fin de leur rotation, leur chef d'équipe débriefe leurs prestations. Tu passes bien ton temps maintenant. Ouais. Lui aussi, ancien ramasseur de balles, il est maintenant en tribune et scrute chaque fait et geste. Et je vais noter s'il fait une bonne réception. Oh, là parfait, il fait une bonne réception, il se replace bien. Ils sont notés du coup de dimanche au premier jour de qualif jusqu'à vendredi, le dernier jour avant les finales. Sur les 42 ramasseurs de balles, 18 d'entre eux seront de nouveau sélectionnés pour servir pendant la finale. C'est la fin de cet hebdo. Merci pour votre fidélité. Pour rappel, vous pouvez retrouver tous nos reportages sur notre site tvvendée.fr. Retour de l'actualité vendéenne dès 7h lundi dans la matinale avec Caroline Tronche. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Vendée.